Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, mercredi 14 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la célébration ce jour 14 juin 2023 de la journée mondiale des donneurs de sang, une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour exhorter les populations du monde donc à s'adonner à cette pratique, une pratique qui permet de sauver des vies. Quelle est la situation du don de sang ici au Niger? Élément de réponse dans ce reportage signé Adamou Soumana et Nassar Seydou. Liquide biologique vital, le sang irrigue tous les tissus de l'organisme en oxygène, eau et nutriments tout en recueillant les déchets. Ce liquide, malgré son importance dans la vie de tout être humain, fait malheureusement défaut dans bon nombre de centres sanitaires de par le monde où pourtant son besoin est de plus en plus grandissant. Une situation qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à instaurer une journée dédiée aux donneurs de sang. Pour le remercier, pour le valoriser, parce que sans donneur de sang, beaucoup de personnes ne seraient pas en vie aujourd'hui. Le CNTS bénéficie de l'appui au plus haut niveau en termes de promotion du don de sang. Vous vous souvenez l'appel lancé par son Excellence le Président de la République, qui est impliqué personnellement dans la promotion du don volontaire de sang. Le Premier ministre a emboîté le pas et en tout cas toutes les autorités au plus haut niveau sont avec nous. Et là, en termes d'avancée, je pense que c'est un point très fort qu'il faut souligner. À Dr Zoubeida Mayachi de poursuivre son intervention en éclairant l'opinion publique sur l'éligibilité au don de sang tout en lançant un vibrant appel aux populations. Pour être éligible au don de sang, il faut remplir un certain nombre de critères. Premièrement, il faut être en bonne santé, parce que la transfusion sanguine, c'est aussi la santé des donneurs, en plus de la santé du receveur. Le donneur doit être d'abord donc en bonne santé. Il y a les critères liés à l'âge. L'âge minimum au Niger pour donner du sang est de 18 ans et il peut aller jusqu'à 60 ans. Et même pour les donneurs qui ont l'habitude de donner, donc ceux qu'on appelle les donneurs réguliers peuvent aller jusqu'à 65 ans pour faire un don de sang. Maintenant, pour les femmes, il y a aussi des dispositions particulières. Et bon, il y a quelques critères, en tout cas l'âge et le poids aussi. L'individu peut avoir, à partir de 50 kilos, il peut donner du sang. L'appel que je lance à l'endroit de la population, c'est que tout Nigérien ou tout citoyen, où qu'il soit, s'approprie la problématique du don de sang, qu'il sache que s'il n'y a pas de sang, la vie de certains patients peut être absolument compromise. Et que c'est seulement en donnant du sang qu'on peut sauver certains patients. Et donc je lance l'appel pour que tous ceux qui pensent qu'ils remplissent justement les critères d'éligibilité au don de sang fassent le pas afin qu'on puisse sauver des vies. Parce qu'il s'agit de ça, sauver des vies et rien d'autre. À l'instar des autorités du pays et autres associations œuvrant activement dans le don de sang, tout Nigérien en bonne santé doit se constituer en potentiel donneur de sang afin de sauver des vies et faire ainsi preuve d'une solidarité manifeste. Du Centre national de transfusion sanguine, rendons-nous à présent à Adamou Soumana à la maternité Isaka Gazobi de Niamey, qui a servi de cadre ce matin pour la cérémonie de remise de dons de matériel médical, un geste donc de la mission italienne de soutien au Niger. C'est donc estimé à plus de 30 millions de francs CFA a été réceptionné par le premier responsable de cette maternité. C'était en présence de nos reporters Nafisa Tihaya et Sadou Doumi. Environ 30 millions de francs CFA, c'est la valeur de cet appareil d'échographie médicale de marque Mindre DC60, dernière génération dotée de 4 sondes, dont une sonde cardiaque, don de la mission italienne de soutien au Niger. Le don de cet appareil à la maternité Isaka Gazobi de Niamey est un soulagement pour l'ensemble du personnel, des patientes et des nouveau-nés, dira le directeur général de la maternité. Le délai de la demande et la livraison de cet appareil d'échographie de dernière génération a été vraiment très court. Témoin de l'implication des militaires italiens de la mission bilatérale de soutien dans la direction des activités de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. La disponibilité de cet appareil de dernière génération est un soulagement pour l'ensemble des personnels administratifs, techniques et aussi des patientes et des nouveau-nés.
La qualité des soins que nous allons davantage réaliser va contribuer à réduire le pronostic maternel et périnatal et à atteindre l'objectif assigné à la maternité Issa Gazobi par les autorités politiques de la 7e République. La disponibilité de cet appareil de dernière génération va beaucoup contribuer à la formation des médecins spécialistes en imagerie médicale. Je parlais de DS radiologie, que la faculté des sciences de la santé va bientôt démarrer. Ce don, fruit de la coopération entre le Niger et l'Italie, va contribuer à sauver des vies, a souligné le chef de la mission italienne, le général de brigade Nadir, en prenant la parole. C'est pourquoi la représentante du ministre de la Santé a salué ce geste des militaires italiens, le 6e du genre, au profit de la maternité Isaka Gazobi. La première donation était de 1000 kits, ayant permis de réaliser 1000 actes chirurgicaux, rentrant dans le cadre de la prise en charge des patientes au cours de la période de l'accouchement, des urgences gynécologiques et de la cancérologie, et 1000 actes de soins aux nouveau-nés. La deuxième donation était composée de produits de premier secours, comprenant des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des solutés de glucosés, des désinfectants, du matériel pour les pansements chirurgicaux, des masques et des gants chirurgicaux, mais aussi des gels thermiques. La troisième donation était constituée de 300 kits de césarienne, ayant permis de réaliser 350 actes chirurgicaux majeurs, dont les opérations de césarienne, la prise en charge des ruptures utérines, la prise en charge des grossesses extra-utérines et la prise en charge chirurgicale des cancers gynécologiques et mammaires. La quatrième donation était de 2 tables d'anesthésie-réanimation, 2 cialytiques plafonniers, une boîte complète de laparotomie et une boîte complète de césarienne, ayant beaucoup contribué à l'ouverture du 2e bloc opératoire de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Quant à la 5e donation, elle était composée de matériel pour l'aménagement de 2 salles d'accouchement, de matériel de protection contre les infections, des médicaments à usage maternel et pédiatrique, un défibrillateur et une table d'anesthésie-réanimation. Aujourd'hui, nous réceptionnons un appareil d'échographie de marque Mindray DC60, dernière génération doté de 4 sondes, dont une sonde cardiaque permettant de réaliser des électrocardiogrammes. Ce geste hautement salué par les responsables de la maternité Isaka Gazobi a été concrétisé par une signature. Une visite guidée des locaux au chef de la mission italienne a marqué la fin de cette cérémonie. Autre aspect de cette édition, un nouvel ouvrage en hommage au professeur Alpha Gado. Il est historien socio-économiste à l'université Abdoumoun de Niamey. Il était également le premier recteur de l'université Boubacar Ba de Tillabéri. Cet ouvrage donc rend hommage à ce professeur émérite qui a tout donné à l'enseignement supérieur au Niger. C'est ce qui d'ailleurs justifie la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mahmoud Joubo PhD, à cette cérémonie ce matin à l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université. Précision avec Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Sahel, crise et résilience, regard croisé sur un espace en mutation, c'est l'intitulé de l'ouvrage objet de la présente cérémonie qui a vu la participation d'un parterre d'invités. Il s'agit ainsi à travers l'ouvrage mais aussi la présente cérémonie de rendre hommage au professeur Bourema Alpha Gado de la faculté des lettres et des sciences humaines Flèche. Après les mots du comité d'organisation, le professeur Amadou Seibou lui s'est livré à la présentation du brillant parcours du professeur Bourema Alpha Gado. Bourema Alpha Gado est né le 30 mars 1950 à Dosso. Il est marié, père de 4 enfants. Bourema a des diplômes universitaires. Il a une habilitation à diriger des recherches qu'il a soutenues à l'université Paris Diderot 7 en 2001. Il a un doctorat pluridisciplinaire de connaissances des tiers-mondes qui a été obtenu à l'université, dans la même université Paris 7 en 1988. Il a un 2A soutenu
dans la même université en 1984. Il a bien sûr un duel, une licence, une maîtrise, qui ont tous été soutenus à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il a eu plusieurs travaux scientifiques qu'il a publiés dans des revues très variées. Plus qu'un discours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche témoigne des valeurs qu'incarne l'homme. Mamoudou Jebbo, PhD, a même déclaré que c'est au professeur Bourema Alpha Gado qu'il doit sa place au département d'histoire de la faculté des lettres et des sciences humaines. On ne peut pas décrire en quelques mots ce que Bourema Alpha Gado a fait pour le Niger, pour l'histoire et pour les historiens nigériens. Parce que d'abord, il n'a pas de vie de famille. Il ne fait que bosser, il ne fait que produire. Et même les étudiants les plus encombrants, parce qu'ils n'arrivaient pas à finir, il fallait les prendre et les tirer. Et souvent, Adieu et moi, nous étions ces deux manœuvres. Il nous appelait pour nous dire, allez, prenez-les en compte. Et Dieu sait le nombre de maîtrisards, le nombre de masters, le nombre de doctorats que Bourema Alpha Gado a formé, le nombre de colloques pour lesquels il a estimé que l'un ou les autres parmi nous devaient participer impérativement, sur lesquels nous avaient aiguillonnés. Je pense qu'une contribution à la science ne peut pas être meilleure. En plus du ministre, des membres de famille, des promotionnaires et des étudiants qu'il a tenus lui ont aussi rendu un hommage mérité. A noter que le professeur Bourema Alpha Gado est l'un de ces rares chercheurs qui a consacré 30 années de sa vie au service de son pays en général et à l'enseignement supérieur en particulier, à travers toute une panoplie de recherches et l'écriture d'ouvrages qui ont dépassé les frontières du Niger. Une autre cérémonie de vernissage, mais cette fois-ci c'est au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Roche de Niamey, qui a servi de cadre donc à la cérémonie du vernissage de l'exposition photographique de l'artiste burkinabé Werson Sore, une exposition qui porte sur la présentation d'une série de portraits d'anciens combattants qu'il a rencontrés en sillonnant l'Afrique de l'Est. La précision avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Valeureux combattants, les tirailleurs africains se sont battus au péril de leur vie pour sauver l'honneur de la France. Ainsi, pour retracer et mieux faire l'histoire de ces braves hommes, que ce photographe du nom de Warren Saré a sillonné l'Afrique de l'Ouest à la rencontre des anciens combattants pour tirer leurs portraits et recueillir leurs témoignages, dont cette exposition marque le vernissage de l'artiste. Avec une caméra MS1 à l'époque, ici retourné au village pour questionner mon grand-père qui vivait, pour connaître d'abord notre histoire familiale. Donc mon grand-père en parlant de notre histoire familiale, en donnant les noms comme Ganda, Gandogo, Yale, et il a parlé Yale sans cesse, qui était son père, mon arrière-grand-père, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui n'est jamais revenu. Alors, de là, j'ai dit en tant que photographe, j'ai trouvé ma signature photographique. J'ai fait en sorte que les enfants qui viendront après nous, ils trouvent quelque part dans les documents les grands-pères. Donc j'ai commencé d'abord au Burkina. Ensuite, on nous appelle qui étaient sénégalais. Aujourd'hui, nos pays ont des drapeaux. Il y a des Niger, il y a le Bénin, Burkina. Alors, il faut que ces enfants nigériens, béninois, burkinabés, sénégalais, guinéens, ils retrouvent dans un document aussi les grands-pères qui ont participé à ces mêmes conflits. Ça veut dire que si nous voulons avancer, il faut nous connaître. Si nous nous connaissons, nous sommes forts et nous nous acceptons. Et c'est un travail de transmission de mémoire collective. La France doit son salut grâce aux Africains, ce que reconnaît d'ailleurs le diplomate français au Niger. Les anciens combattants ont écrit les plus belles et les plus tragiques pages de l'histoire de France de ces 100-200 dernières années. Leurs sépultures gravées de l'épitaphe « Mort pour la France » remplissent les cimetières de la bataille de Verdun, des plages de Provence, du Monte Cassino ou encore des rizières vietnamiennes. Le sang de ces héros, restés pour la plupart anonymes, a permis de maintenir la flamme de la liberté et de l'indépendance de la France. Il faut le reconnaître, il faut le dire, il faut l'écrire.
participant à plusieurs guerres. L'ancien combattant nigérien se remémore des souvenirs à travers cette exposition. Ces photos, je m'en souviens du jour où ils ont passé sur moi pour mes photographies. Et je leur ai parlé tout ce que je peux dire. Né vers 1930 à Saï. J'ai participé à 2 guerres normales. La guerre d'Indochine, 2 ans. Et dès la prise de Djembefou, j'étais encore à Saigon. Le vernissage photographique de l'artiste burkinabé Warren Sarré a vu la présence de nombreuses personnes, civiles et militaires. L'émotion était grande quand l'artiste racontait les récits. Merci Ismaël Mouni. Après avoir gagné plusieurs quartiers de la capitale, Niamey, donc dite coquette, l'insalubrité s'attaque désormais à des infrastructures réalisées à des grands frais par l'insouciance de certains habitants. C'est l'exemple du deuxième pont Kennedy notamment, où s'accumulent des tas d'immondices, comme l'ont pu constater nos reporters Adam Soumana et Nasser Sedou. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, dixit un dicton. Aussi, si l'insalubrité de la capitale nigérienne n'est plus un secret pour personne, force est de constater que les endroits choisis par certains habitants de Niamey pour les transformer en dépotoirs sauvages doivent interpeller plus d'un. Nombreux sont les usagers de ce premier pont du pays qui assistent impuissants à l'envahissement de ces endroits par des tas d'immondices. Par rapport à ces gels de saleté-là, que les gens viennent déposer là, vraiment c'est pas bon. La conséquence ici, c'est surtout la pollution. C'est surtout la pollution. Et ça entraîne même ce qu'on appelle l'eau là quand ça se passe, quand il y a beaucoup d'eau. Donc il n'y a pas assez d'espace pour qu'elle passe et pour qu'elle puisse rentrer, provoquer une inondation, si je peux dire comme ça, vraiment. Le fait de verser des déchets sur le fleuve Niger, ça détruit le fleuve, ça fait en sorte que le fleuve soit sale. Et aussi ça donne une mauvaise image de notre pays parce que quand on vient sur le pont, on voit vraiment des déchets. Face à cette situation, les autorités compétentes ne doivent pas rester indifférentes. Et aussi on doit interpeller l'État parce que ça peut partir du travail de l'État où on peut parler de la mairie. Il y a l'irresponsabilité du maire. Si on peut arranger ça. Bon. Et j'interpelle vraiment la mairie. C'est eux qui ont la responsabilité de dégager ça et de venir des fois et de temps en temps voir comment ça se passe sur la route ici. Vraiment, et c'est elle vraiment que vraiment on peut toujours que un contrôle pour voir ce qui se passe, c'est ça. Mais le fait de venir de déposer tout ce qu'on a ramassé en ville, vraiment c'est pas bon vraiment ça là. Si pour la pollution du fleuve, la Société nigérienne des eaux peut apporter une solution pour les consommateurs de cette eau, il faut souligner que le grand danger réside dans l'ensablement de cet important cours d'eau auquel concourt la présence de cet tas d'immondices, menaçant ainsi son existence même. Début hier à Bonn, en Allemagne, de la 58e rencontre des organes subsidiaires sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette rencontre qui intervient en prélude à la 28e COP de Dubaï enregistre la participation de la délégation du Niger qui a donc mobilisé une forte délégation conduite par la ministre de l'Environnement. Un des membres de cette délégation, en l'occurrence Issa Garba, nous fait le point de cette première réunion de travail. Pouvoir discuter et paraffer les différentes discussions qui seront faites lors de la 28e conférence des partis qu'on appelle COP28 qui va se tenir à Dubaï. Aujourd'hui, les techniciens de tous les pays et les organes des Nations Unies sur le changement climatique, à savoir le PNUD et autres institutions des Nations Unies, et certains organismes aussi qui interviennent sur les questions du changement climatique, continuent à discuter sur les différents
points qui seront à l'ordre du jour à cette 28e conférence des partis qui va se tenir à Dubaï. Aujourd'hui, c'est la rencontre des techniciens qui vont proposer des drafts, des textes qui seront paraphés par les différents ministres et chefs de gouvernement qui vont se réunir à cette rencontre internationale. Donc le Niger a participé à cette 58e session des organes subsidiaires à travers le ministère de l'Environnement, le Conseil national de l'environnement et du développement durable et quelques organisations de la société civile qui participent à ces discussions pré-COP28. Donc aujourd'hui, nous pouvons espérer qu'avec l'engagement de tous ces pays et les points qui sont en train d'être discutés en ce qui concerne le DDA, c'est-à-dire les objectifs globaux en matière d'adaptation, c'est qu'en anglais communément appelé Global Goal on Adaptation, qui sont en train d'être discutés. Le premier texte est déjà sorti. Et il y a aussi la question d'adaptation, faire le bilan des actions d'adaptation mises en œuvre depuis les différentes discussions jusqu'à la date d'aujourd'hui. Quels sont les points avancés, quels sont les besoins à améliorer, quelles sont vraiment les attentes des communautés. Tout cela sera discuté dans cette deuxième semaine pour pouvoir sortir des textes qui seront des textes consensuels, qui seront des textes qui seront acceptés par tout le monde et qui certainement, au vu de ce que nous sommes en train de subir en tant que pays moins avancés, puissent profiter aux communautés. Et nous pensons que les techniciens qui sont ici, le travail acharné qu'ils sont en train de faire, souvent jusqu'à tard dans la nuit, permettra à ce que vraiment les conclusions qui seront issues de la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique puissent être favorables ou bien puissent être au bénéfice des communautés et que les États s'engageront cette fois-ci encore à ce que vraiment des accords consensuels puissent être trouvés à Dubaï. Issa Garba de GNV Niger qui participe à Bonn en Allemagne à la 58e rencontre des organes subsidiaires sur la Convention en cadre des Nations Unies sur le changement climatique, une rencontre en prélude à la 28e COP à Dubaï, donc qui va se tenir à Dubaï. Dernier aspect de cette édition, nous en venons à présent à notre rendez-vous de la semaine, la chronique juridique de cette semaine. Elle porte sur le thème l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce thème nous sera développé par Emmanuel Alfred, il est juriste et également président du Raza Press. Très bonne réception. Il faut dire que l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure que l'État ou bien que la loi a prévue et qui permet à l'État de pouvoir toucher les biens des citoyens. Mais cela est encadré par la loi, comme je l'ai dit tantôt. Parce que la propriété, elle est sacrée. Et c'est en ce sens que l'article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En termes clairs, la propriété elle est sacrée et nul, personne ne peut être contraint à céder cette propriété-là si ce n'est que cette personne a été préalablement, d'abord pour une cause d'utilité publique et deuxièmement, après une juste et préalable indemnité. Donc cela montre toute la valeur ou la sacralité du droit de la propriété. Et l'article 544 du Code civil dispose que, ou bien nous donne la définition de la propriété, en disposant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Je voudrais que vous souligniez la manière la plus absolue. C'est pour montrer toute la grandeur du droit de la propriété. Vous êtes libre de disposer de votre bien tel que vous l'entendez. Mais attention, à condition de ne pas se heurter aux interdictions. Ce que la loi a interdit. Alors, donc, je place ce décor pour montrer déjà la sacralité de la propriété privée. Et l'expropriation pour cause d'utilité publique, si on peut le dire ainsi, est en contradiction avec la propriété. Parce que elle est une procédure qui vient porter atteinte. Mais fort heureusement,
ces dispositions du Code civil que nous venons de citer tantôt ont prévu des mécanismes tels que la juste et préalable indemnité et la question de l'utilité publique ou bien de la cause publique. Donc, c'est en ce sens que il y a un certain nombre de textes qui organisent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger. Et je voudrais citer premièrement la Constitution du 25 novembre 2010, qui est la loi fondamentale. Et si vous avez constaté, à chaque fois que les juristes interviennent ou interprètent des textes, ils sont obligés de recourir à cette loi fondamentale, puisque c'est elle qui donne naissance, ou bien c'est d'elle qui découlent les autres textes. Donc vous avez la Constitution du 25 novembre 2010. Vous avez également la loi numéro 2008-37 du 10 juillet 2008, modifiant et complétant la loi numéro 61-37 du 24 novembre 1961, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Donc voilà les textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire ce thème. Alors, au thème de cette loi 2008-37, qu'est-ce qu'on entend par expropriation pour cause d'utilité publique? Et c'est à ce sens que l'article 1er nouveau de cette loi définit l'expropriation comme étant la procédure par laquelle l'État, dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraint toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble. Donc, l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est cette procédure par laquelle l'État, dans un but d'utilité publique, contraint toute personne de lui céder la propriété d'un immeuble. L'immeuble appartient logiquement à un citoyen, mais l'État, au vu de l'intérêt général, au vu de l'utilité publique qui est en face, requiert le consentement ou bien demande au propriétaire de lui céder la propriété de l'immeuble. Donc vous voyez un peu le choc qu'il y a entre la sacralité du droit de la propriété et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, avant de commencer à exproprier, l'État est obligé de suivre une certaine procédure définie par la loi. Et c'est en ce sens que les textes ont prévu les mécanismes par lesquels l'expropriation doit se produire, c'est-à-dire la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et dans cette procédure, nous avons trois phases. Il y a la phase des conditions légales préalables, la phase administrative et la phase judiciaire. Maintenant, s'agissant des conditions légales préalables, là, nous avons également 3 points qu'il faut souligner. Le premier point, c'est que l'expropriation doit d'abord être déclarée d'utilité publique, puisque c'est l'utilité publique qui permet, c'est l'intérêt général. L'intérêt général surpasse l'intérêt particulier. Donc l'État, c'est au nom de tous, c'est au vu de l'intérêt de tous, l'intérêt de la nation, qui prime sur un intérêt particulier. C'est à ce sens que l'État peut demander à un citoyen de lui céder la propriété de son bien. Donc la première condition, c'est celle de la déclaration de l'utilité publique. Et cette déclaration d'utilité publique intervient par un décret sur initiative conjointe du ministère ou bien du ministre des Finances et du ministre de la compétence duquel relèvent les travaux à exécuter. C'est les deux qui initient le projet du décret. Donc, et l'adoption du décret est subordonnée à l'inscription au budget de l'État des crédits prévisionnels destinés au paiement des indemnités. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait cette déclaration, qu'il y ait ce décret qui déclare d'utilité publique cette mesure. Donc, l'expropriation suit ensuite une phase qui est l'ouverture d'une enquête publique. Alors, dans cette phase d'enquête publique, qui doit durer, en fait, qui a un délai
de 2 mois et qui peut être prorogé de 15 jours. Alors dans cette phase, on donne connaissance aux citoyens par la voie de la publicité. La publicité peut se faire par voie d'affichage ou bien par les médias, à la télévision, à la radio, etc. pour que les citoyens puissent prendre connaissance du projet d'expropriation. Parce que si les citoyens ne sont pas au courant, vous voyez, cela peut créer un choc. C'est pourquoi la loi donne obligation à l'État de mettre à la connaissance des citoyens cette procédure d'expropriation ou bien l'expropriation envisagée afin qu'ils en prennent connaissance. Maintenant, dès l'ouverture de l'enquête, un dossier comprenant l'avant-projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains nécessaires à la réalisation est déposé à la mairie. Et vous voyez là, à ce niveau, les citoyens peuvent le consulter et connaître quels sont les domaines privés, quels sont les immeubles qui sont concernés par cette procédure d'expropriation. Et enfin, la dernière étape de cette première phase, qui est exigée par la loi, c'est l'adoption d'un décret qui désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable. Une fois que la déclaration d'utilité publique est faite, une fois que la publicité est faite, il faudra maintenant un décret qui désigne ces propriétés qui sont concernées par l'expropriation. Donc voilà la première phase de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Maintenant, la deuxième phase, c'est ce que nous appelons la phase administrative. Et dans cette deuxième phase, ce qu'il faut noter, c'est qu'une commission doit être mise en place. Et au terme de la loi 2008-37 citée, voici la composition de cette commission. Elle est composée d'un président qui est le préfet et des membres. Un responsable du service des domaines, le maire ou les maires ou leurs représentants lorsque le terrain en cause est situé dans une ou plusieurs communes, un ou deux députés de la région désignés, un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, un responsable du service de l'urbanisme, un responsable du service de l'habitat, le chef du canton ou du groupement ou leurs représentants et un représentant de la commission foncière. Maintenant, quel est le rôle de cette commission? La commission cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à calculer d'après les bases spécifiées. Donc, puisqu'il s'agit de l'expropriation et qu'il y a une indemnité qui doit être allouée aux personnes dont les biens seront susceptibles d'être expropriés. Donc, la commission cherche, l'accord des parties cherche à chercher quel est le canton ou bien le montant qui doit être attribué à ces personnes. Donc, elle a pour mission de réaliser l'accord des parties sur le montant des indemnités à devoir aux propriétaires des terrains expropriés. Et l'article 10 de la loi prévoit des mesures pour la protection devant la commission de la conciliation des droits des mineurs, des incapables ou des interdits, voire même ceux des personnes hors du territoire national n'ayant pas laissé de mandataire. Et tout ceci dans le but de protéger la propriété privée. Vous savez, dans ce rôle, la commission peut avoir le consentement des personnes dont les biens ont été touchés par cette procédure d'expropriation. Ces personnes peuvent accepter le montant qui leur est proposé. Tout comme les personnes peuvent refuser ces montants. Maintenant, en cas de conciliation, l'expropriant et la personne expropriée, entre les deux, disons, en cas de concession entre les deux, la commission dresse un procès verbal. Donc c'est acquis. L'expropriant, qui est l'État, a proposé un montant et l'exproprié a accepté. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau, puisque la commission a pu faire l'accord des parties. Mais que va-t-il se passer s'il y a non-conciliation? Parce que l'exproprié peut contester le montant, peut ne pas accepter le montant qui lui a été proposé. Donc, en cas de non-conciliation, la commission dresse également un procès verbal de non-conciliation, lequel permet à l'expropriant de saisir le juge des expropriations. Donc, vous voyez en termes clairs que dès l'instant où cette commission mise en place n'a pas pu avoir le consentement des citoyens sur le montant proposé, eh bien, elle dresse un procès verbal. Maintenant, c'est ce procès verbal que l'expropriant, qui est l'État, utilise pour saisir le juge des expropriations. Donc, ce qui nous conduit à la troisième et dernière phase de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Donc nous avons vu les conditions légales préalables, nous avons vu la phase administrative avec la mise en place de la commission qui devait chercher la conciliation ou bien l'accord des parties sur le montant. En cas de non-conciliation, cette commission dresse un procès verbal, ce procès verbal qui permet à l'État de saisir le juge des exploitations, ce qui est la troisième phase, qui est la phase judiciaire. Maintenant, s'agissant de cette phase judiciaire, l'article 11 de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 cité dispose que l'expropriation est prononcée et les indemnités sont fixées par un magistrat du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble appelé juge des expropriations. Ce magistrat est désigné par le président de la cour d'appel pour une durée de 2 ans. Le juge d'expropriation est saisi à travers le procès verbal de conciliation qui lui est transmis par la commission de conciliation. Maintenant, en cas de conciliation devant la commission, le juge des expropriations qui est saisi du procès verbal, l'entérine tout juste. Il constate juste que l'expropriant et l'exproprié se sont entendus et l'expropriation est acquise. Donc, vous voyez là, il n'y a pas véritablement de jugement à faire. Mais, que va-t-il se passer si c'est le cas contraire? Donc, là maintenant, par contre, lorsque les parties ne se sont pas entendues devant la commission sur le montant de l'indemnité, l'expropriant assigne les titulaires des droits devant le juge des expropriations aux fins de jugement. Ça, c'est s'il n'y a pas de conciliation. On assigne les propriétaires devant le juge des expropriations qui est le juge désigné par le président de la cour d'appel. Et l'assignation fera mention de l'indemnité. Donc, dans cette assignation, il y a un certain nombre de points qui doivent figurer dans cette assignation. Donc, il y a par exemple la mention de l'indemnité qui a été proposée à l'exproprié. Les indemnisations qu'il réclame. Qu'est-ce que lui, il réclame en termes d'indemnisation? Et la désignation, ou bien si vous voulez, ça c'est avant qu'un expert ne soit commis à fin d'évaluation. Puisque l'État a proposé, l'expropriant a contesté, et donc le juge va désormais, donc là c'est en cas de non-conciliation, désigner un expert qui va cette fois-ci faire une expertise pour voir quelle est la valeur réelle. Puisqu'il y a contentieux. L'État a proposé, l'expropriant n'a pas accepté, donc le juge des exploitations désigne un expert qui va lui faire une expertise sur la valeur réelle du bien à exproprier. Donc, cet expert dépose le rapport de son expertise qui permettra au juge des expropriations de se prononcer. Donc, à ce niveau, l'expert déposera son rapport dans un délai d'1 mois, au vu duquel le juge de l'indemnité a le devoir ou bien se prononce sur l'expropriation par ordonnance. Donc là, il est clair que dès l'instant où cet expert finit son travail, qu'il dépose le juge, dans un délai d'1 mois, le juge doit prononcer l'expropriation. Et dans le délai d'1 mois après l'ordonnance, le juge peut envoyer ou bien peut renvoyer l'expropriant en possession. Cela veut dire tout simplement, une fois que l'expert est désigné et que l'expert ait produit son rapport d'expertise, le juge des expropriations a une base pour se prononcer. Et dès l'instant où ce rapport a été présenté, après un délai, ou bien dans un délai d'1 mois, le juge peut renvoyer désormais l'État en possession définitive de ce bien. Donc vous voyez, la procédure en fait, elle est complexe. Et en ce sens, dès l'instant où il n'y a pas acceptation, le juge est saisi du PV de non-conciliation, il désigne un expert, et cet expert donne toutes les informations sur la valeur du bien, qui permettra au juge désormais de se prononcer par ordonnance. Et une fois qu'il prend son ordonnance, dans un délai d'1 mois, l'État peut être désormais propriétaire de l'immeuble en question. Donc, vous voyez déjà qu'il y ait consentement ou pas, une fois que le juge ait désigné l'expert, il donne un montant, il propose, c'est lui puisqu'il a toutes les informations, il donne maintenant lui-même l'indemnité au requérant, ou bien à l'exproprié, disons, à l'exproprié. Et donc, l'État devient désormais le propriétaire de l'immeuble. Et je voudrais finir sur les recours en matière d'expropriation, puisque le citoyen a la possibilité de saisir les juridictions pour contester. Donc, suivant les dispositions de l'article 12 alinéa 6 de la loi 2008, du 10 juillet 2008, l'ordonnance d'expropriation
ne peut être attaqué que par voie de recours devant la Cour de cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Ça veut dire qu'une fois que le juge des expropriations a prononcé l'ordonnance donnant l'État la propriété de l'immeuble en question, le citoyen peut cette fois-ci, s'il estime qu'il a contestation, saisir la Cour de cassation. Et même en saisissant la Cour de cassation, il ne la saisit pas sur toutes les matières. La loi 2008 citée a circonscrit l'action du requérant dans un domaine. Cette loi dit que le citoyen ne peut saisir la Cour de cassation que pour incompétence, si ce n'est pas le juge qui a compétence pour trancher, pour juger l'affaire. Ou bien que quand il y a excès de pouvoir. Et enfin, où il y a vice de forme, c'est-à-dire la procédure qui devait être suivie n'a pas été respectée. Donc vous voyez que là, ce n'est pas une contestation du montant, ce n'est pas une contestation du bien fondé de la procédure, mais seulement vice de procédure, on n'a pas respecté la procédure, ou bien le juge qui s'est prononcé, ce n'est pas en réalité le juge qui doit se prononcer, ou bien quand il y a incompétence ou excès de pouvoir, on a outrepassé ses pouvoirs. Voilà les seules conditions dans lesquelles on peut contester l'expropriation. Donc, vous voyez que c'est vraiment des procédures complexes que les citoyens, ou bien des choses que les citoyens doivent apprendre, doivent connaître, afin de savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, de par la loi de la République, puisque tous les citoyens sont égaux devant la loi, nous sommes sous une même loi, et c'est pourquoi nous devons connaître ces lois, afin de savoir quand est-ce que nous pouvons contester, quand est-ce que nous pouvons réclamer nos droits quand ceux-ci sont bafoués, et quand est-ce que nous pouvons accepter des choses si c'est la loi qui nous demande de les faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger.